Le 30 avril 1945, Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker à Berlin. En quelques heures, le cœur du Troisième Reich cessa de battre sans ordre, sans commandement et avec l'ennemi aux portes. L'appareil nazi s'effondra de l'intérieur. Les dirigeants les plus proches sont entrés en panique. Goebbels a tenté de maintenir l'illusion d'un Reich inexistant. Himmler a cherché à négocier avec les Alliés à l'insu de son chef défunt. Au nord, Dönitz s'est autoproclamé successeur, tandis que les restes de l'armée continuaient à combattre pour un régime qui n'existait plus. Le chaos a remplacé l'obéissance, et le fanatisme a cédé la place à la trahison. Qui a pris le contrôle du Reich après le suicide de Hitler? Comment ont réagi les hommes qui avaient emprunté un serment de loyauté absolue? Le peuple allemand a-t-il pu reconnaître sa culpabilité collective? L'écho du bunker, la nouvelle qui a arrêté le Reich. Le silence dans le Führerbunker durant l'après-midi du 30 avril 1945 possédait une qualité presque physique. Après le coup de feu qui résonna dans les couloirs de béton, une quiétude antinaturelle tomba sur les installations souterraines. Les fonctionnaires, secrétaires et gardes qui habitaient ce labyrinthe claustrophobe sous la chancellerie du Reich éprouvèrent un moment de suspension temporelle, comme si le temps lui-même avait vacillé devant l'ampleur de l'événement qui venait de se produire. La mort d'Adolf Hitler n'a pas été annoncée avec des trompettes ni des proclamations officielles. Pendant plusieurs minutes cruciales, seul un petit cercle de personnes connaissait la réalité de ce qui s'était passé. Martin Bormann, le secrétaire personnel du Führer et l'un des hommes les plus puissants du régime, a été parmi les premiers à l'apprendre. Sa réaction immédiate a été de contrôle calculé, une expression qu'il a maintenue rigoureusement neutre tout en traitant les implications du vide de pouvoir qui venait de s'ouvrir. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, et fanatique dévoué jusqu'au dernier souffle, montrait un mélange de dévastation personnelle et de confirmation de ses propres prophéties apocalyptiques. Les gardes de la SS qui surveillaient le couloir attendaient des ordres qui tardaient à arriver. Otto Günsche, assistant personnel de Hitler, et Heinz Ling, son valet de chambre, furent chargés de la tâche la plus immédiate: gérer les restes physiques du leader dont le charisme avait défini un régime entier. La vérification du cadavre fut brève et pragmatique. Hitler et Eva Braun, qui avait choisi de partager son destin final à peine quelques heures après être devenue son épouse, reposaient sur le canapé du bureau privé du Führer. L'odeur d'amandes amères du cyanure se mêlait à celle de la poudre. La crémation dans le jardin de la chancellerie a été exécutée avec une urgence improvisée. Les corps ont été enveloppés dans des couvertures militaires et transportés par l'escalier de secours vers l'extérieur, où les cratères de bombes et les débris créaient un paysage lunaire dans ce qui avait été le cœur administratif du Troisième Reich. L'essence était rare, même pour ce but final, mais une quantité suffisante a été rassemblée pour effectuer la tâche. Tandis que les flammes consumaient les corps, les hommes qui observaient le bûcher improvisé restèrent dans un silence tendu, interrompu seulement par le martèlement lointain de l'artillerie soviétique qui approchait inexorablement. L'information commença à filtrer par le bunker en chuchotements et regards significatifs. Les secrétaires, qui avaient tapé les derniers testaments politiques et personnels de Hitler à peine quelques heures auparavant, comprirent la signification de l'activité soudaine, et les visages sombres des officiers supérieurs Traudl Jung, une des secrétaires les plus jeunes, décrivit par la suite une atmosphère d'irréalité, comme si tous les présents étaient des acteurs dans une représentation dont la fin était déjà écrite mais qu'ils devaient interpréter jusqu'au dernier moment. La hiérarchie nazie, si méticuleusement construite pendant 12 ans de pouvoir absolu, a commencé à se désintégrer avec une vitesse qui a surpris même ceux qui l'avaient servi. Le culte de la personnalité qui avait soutenu le régime révélait maintenant sa nature fondamentalement fragile. Sans la figure centrale de Hitler, les structures d'autorité perdaient leur point de référence gravitationnel. Des généraux qui avaient exécuté des ordres sans questionnement pendant des années se trouvaient soudainement sans une source claire de direction. Wilhelm Keitel, chef du haut commandement de la Wehrmacht, reçut la nouvelle avec un mélange de choc et de paralysie opérationnelle. Alfred Jodl, chef des opérations, tenta de maintenir une apparence de normalité militaire, comme si les routines établies pouvaient d'une manière ou d'une autre contenir l'effondrement qui se déroulait. Mais même ces vétérans de 1000 batailles
comprenaient qu'ils avaient franchi un seuil définitif. Le Reich qu'ils avaient servi n'existait plus dans aucun sens significatif, bien qu'il faudrait des jours pour que cette réalité se manifeste officiellement. La panique n'a pas été immédiate ni universelle. À la place, ce qui est descendu sur le bunker était une sorte de résignation morose, particulièrement parmi ceux qui avaient été le plus proches de Hitler durant ces derniers jours. Ils avaient observé sa détérioration physique et mentale, la transformation de l'orateur charismatique en un homme prématurément vieilli qui traînait les pieds et tremblait de façon incontrôlable. Le suicide, lorsqu'il s'est finalement produit, n'a pas été tant une surprise qu'une confirmation de l'inévitable. Les heures qui ont suivi ont été une étude du comportement humain sous pression extrême. Certains membres du bunker ont commencé à élaborer des plans frénétiques d'évasion, conscients que les soviétiques étaient à quelques centaines de mètres et que la capture signifierait presque certainement l'exécution ou des décennies dans les camps de travail du goulag. D'autres semblaient paralysés par l'indécision, incapables de concevoir un avenir au-delà des murs de béton qui les entouraient. Un troisième groupe, le plus petit mais le plus fanatique, a commencé à se préparer à suivre l'exemple de leur chef. La communication avec le monde extérieur était devenue sporadique. Les lignes téléphoniques fonctionnaient par intermittence et le système radio était constamment menacé par les interférences soviétiques. Cependant, les messages ont commencé à sortir du bunker, portant la nouvelle aux autres centres de pouvoir nazis qui étaient encore fonctionnels. Chacun de ces messages représentait une décision sur la manière de présenter l'événement, quelle version des faits serait officielle, comment maintenir une forme de continuité gouvernementale. Au milieu du chaos absolu, Martin Bormann a assumé le rôle de coordinateur de cette transition impossible. Son instinct politique, affiné au cours d'années d'intrigues de palais, lui dictait qu'il devait essayer de maintenir une certaine forme de structure, ne serait-ce que pour préserver sa propre position. Cependant, même Bormann, avec sa légendaire habileté pour la manipulation bureaucratique, devait reconnaître qu'il ne gérait pas une transition de pouvoir mais un enterrement. Le Troisième Reich qu'il avait connu mourait en temps réel, et aucune manœuvre administrative ne pouvait inverser cette réalité fondamentale. La nuit est tombée sur Berlin, et avec elle est venue une compréhension plus profonde de ce qui s'était passé. Dans le bunker, les lumières électriques vacillaient avec l'énergie irrégulière du générateur de secours. Ceux qui restaient éveillés le faisaient en petits groupes, parlant à voix basse ou simplement assis en silence. Certains écrivaient des lettres d'adieu dont ils savaient qu'elles ne seraient jamais délivrées. D'autres buvaient la réserve d'alcool qu'il restait encore, cherchant un engourdissement temporaire face à l'horreur de leur situation. L'écho du coup de feu qui avait mis fin à la vie de Hitler résonnait au-delà des murs du bunker. Dans les rues de Berlin, les soldats allemands qui résistaient encore le faisaient désormais sans objectif clair. La propagande avait promis des armes miraculeuses qui changeraient le cours de la guerre, mais ces promesses s'étaient révélées être des fantasmes. La population civile, cachée dans des sous-sols et des abris improvisés, attendait la fin avec un mélange de terreur et de soulagement. Le régime qui avait transformé l'Allemagne en une puissance redoutable avait aussi conduit le pays à la destruction la plus totale qu'il ait connue dans son histoire. La machine de guerre nazie, si méticuleusement construite et apparemment invincible pendant les premières années du conflit, se révélait maintenant comme fondamentalement dépendante de la volonté d'un seul homme. Avec cette volonté éteinte, les engrenages commençaient à s'arrêter, non pas de manière ordonnée, mais avec le grincement du métal contre métal, avec des explosions d'énergie résiduelle et des effondrements soudains. Le bunker, ce refuge fortifié qui devait protéger le leadership nazi des bombes alliées, était devenu une tombe pour les ambitions d'un régime qui avait promis 1000 ans de domination. La transformation du bunker de centre de commandement en mausolée improvisé s'est produite en quelques heures. Les cartes de situation militaire qui couvraient les murs, marquées avec les positions de divisions fantômes et de contre-offensives imaginaires, restaient suspendues comme des rappels de la déconnexion finale entre la réalité et la fantaisie nazie. Les pièces qui avaient abrité des conférences où se décidaient les destins de millions d'individus ne contenaient plus que le silence, interrompu occasionnellement par des explosions lointaines. L'air vicié du complexe souterrain, toujours chargé de l'odeur humide et diesel des générateurs, a acquis un nouveau caractère funéraire. Pour ceux qui demeuraient dans ces couloirs étroits, chaque respiration semblait plus difficile,
non par manque d'oxygène, mais par le poids psychologique d'assister à la fin absolue d'un empire qui avait promis l'éternité. Goebbels et le culte de la ruine, la décision de mourir avec le Führer. Joseph Goebbels avait construit toute sa vie autour de l'adoration d'Adolf Hitler. Pour le ministre de la propagande, Hitler n'était pas simplement un leader politique ou un commandant militaire. Il était l'incarnation d'un idéal historique, une figure presque messianique dont la volonté devait transformer le destin de la civilisation européenne. Lorsque la nouvelle du suicide d'Hitler parvint à Goebbels, sa réaction fut d'une intensité qui surprit même ceux qui connaissaient son fanatisme. La transformation de Goebbels dans les heures suivant le suicide de Hitler fut remarquable. L'homme qui avait orchestré la machine de propagande la plus sophistiquée de l'histoire moderne adopta maintenant un rôle différent, celui de martyr conscient, le dernier témoin fidèle d'une cause qu'il reconnaissait lui-même comme perdue. Cependant, pour Goebbels, la défaite militaire ne signifiait pas l'invalidation du projet nazi. Au contraire, il interprétait l'effondrement final comme une sorte de purification, un acte d'immolation collective qui donnerait au national-socialisme sa signification ultime. La logique de Goebbels, pendant ces derniers jours, opérait sur un plan qui transcendait les considérations pragmatiques de survie ou de reddition. Il avait refusé à plusieurs reprises des offres d'évacuation, d'abord pour sa famille, puis pour lui-même. Son épouse Magda partageait sa vision apocalyptique avec une conviction tout aussi féroce. Ensemble, ils avaient décidé qu'ils ne pourraient pas vivre dans un monde sans Hitler, et plus significativement, que leurs 6 enfants ne devraient pas grandir dans une Allemagne vaincue et occupée. Le général Hans Krebs, chef de l'état-major de l'armée, a tenté de persuader Goebbels de considérer des alternatives. La situation militaire était désespérée mais pas complètement fermée. Il existait encore des unités allemandes combattant sur plusieurs fronts et techniquement le gouvernement pourrait continuer depuis un autre emplacement. Krebs argumentait d'un point de vue militaire professionnel. Tant qu'il existait une structure de commandement fonctionnelle, il existait un État allemand. Mais Goebbels a rejeté ces arguments d'un geste de la main. Pour lui, l'État allemand avait été synonyme d'Hitler et avec Hitler mort, la continuation n'avait pas de sens. La décision concernant les enfants Goebbels représente l'un des aspects les plus troublants de ces derniers jours. Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda et Heide, dont les âges variaient entre 4 et 12 ans, furent maintenus dans une routine de normalité artificielle durant les derniers jours dans le bunker. Ils jouaient dans les couloirs étroits, inconscients du drame qui se déroulait autour d'eux. Magda Goebbels leur lisait des contes et leur chantait des chansons tout en préparant mentalement ce qu'elle considérait comme son dernier acte d'amour maternel. Le 1er mai au soir, après que les enfants eurent été sédatés avec de la morphine administrée par un médecin des SS, Magda Goebbels leur donna des capsules de cyanure. L'exécution de ce plan nécessitait une détermination qui défie la compréhension humaine normale. Joseph Goebbels resta hors de la chambre pendant le processus, incapable ou peu disposé à assister directement à ce qu'il avait aidé à décider. Quand tout fut terminé, les corps des enfants furent placés dans leurs couchettes, créant une scène de tranquillité macabre au milieu du chaos du bunker. Goebbels passa ses dernières heures dans une sorte d'extase idéologique, prononçant ce qu'il considérait comme des vérités finales à quiconque était prêt à écouter. Il parlait de l'inévitabilité historique, du sacrifice nécessaire, de la manière dont les générations futures comprendraient la signification de ce qui se passait. Sa rhétorique, peaufinée au cours d'années de discours publics, prenait une qualité presque religieuse. Il citait les anciens Germains, les Spartiates de Thermopyle, tout exemple historique de résistance héroïque jusqu'à la mort. Mais sous la grandiloquence, il y avait aussi une reconnaissance implicite de l'échec. Goebbels avait consacré sa carrière à façonner la perception publique, à créer des récits qui motivaient et contrôlaient des millions. Maintenant, à la fin, son public s'était réduit à une poignée de personnes piégées dans un bunker souterrain, tandis que l'armée ennemie s'approchait. La machine de propagande qu'il avait dirigée était silencieuse. Les stations de radio avaient cessé de diffuser ses messages. Les journaux ne publiaient plus ses directives. L'architecte de la propagande nazie se trouvait impuissant pour donner forme au sens de sa propre mort.
La comparaison avec Hitler était inévitable et intentionnelle. Goebbels avait étudié chaque aspect du suicide de son chef, cherchant à l'émuler en tout sauf en ce qui concerne la méthode. Là où Hitler avait choisi le pistolet, Goebbels et sa femme opteraient pour le poison, mais l'intention symbolique était identique, montrer qu'il préférait la mort à l'humiliation de la capture. Cependant, il existait une différence cruciale. Hitler avait été le chef suprême, l'homme dont la volonté avait dirigé un empire. Goebbels était un suiveur, et sa mort serait nécessairement une note de bas de page dans l'histoire du régime auquel il avait servi. Pendant la nuit du 1er mai, Goebbels acheva ses derniers préparatifs. Il écrivit un addendum à son testament, donna des instructions à son assistant sur la disposition de certains documents personnels et eut des conversations finales avec les quelques officiers qui restaient encore dans le bunker. Son calme était remarquable, comme s'il avait répété ce moment pendant des années. En un sens, peut-être l'avait-il fait. Le drame et la théâtralité avaient été des composantes centrales de son identité publique, et il affrontait sa sortie finale avec la même attention à l'effet symbolique qu'il avait appliqué à ses campagnes de propagande. Au crépuscule du 1er mai, Joseph et Magda Goebbels montèrent l'escalier du bunker vers le jardin de la chancellerie. Les détails précis de leurs derniers moments restent partiellement obscurs, mais le résultat fut clair. Tous deux moururent par empoisonnement au cyanure, possiblement combiné avec des coups de feu. Leurs corps furent partiellement brûlés, bien que pas avec le même succès qui avait caractérisé la crémation de Hitler. Les Soviétiques trouveraient les restes quelques jours plus tard, avec ceux de leurs 6 enfants dans le bunker inférieur. La mort de Goebbels représentait la fin d'une époque à plus d'un titre. Il avait été l'un des nazis originaux, s'étant joint au mouvement dès ses jours de lutte dans les rues de Berlin pendant la République de Weimar. Sa loyauté envers Hitler avait été absolue et inébranlable, survivant à toutes les crises et purges qui avaient éliminé d'autres membres précoces du parti. À la fin, cette loyauté s'est révélée être une sorte d'esclavage spirituel, une identification si complète avec le chef que la survie au-delà de lui devenait littéralement inconcevable. L'héritage de Goebbels est celui d'un homme qui a consacré une intelligence considérable à servir le mal. Son génie pour la propagande avait aidé à porter Hitler au pouvoir et avait maintenu le soutien populaire du régime même alors qu'il conduisait l'Allemagne vers l'abîme. Sa décision de tuer ses propres enfants plutôt que de leur permettre de vivre dans un monde post-nazi révèle la profondeur de sa distorsion morale. Il est mort en croyant qu'il écrivait le chapitre final d'une épopée héroïque, mais l'histoire se souviendrait de lui comme l'un des principaux architectes d'une catastrophe humaine sans précédent. La correspondance finale de Goebbels avec Dönitz révélait son état mental dans les dernières heures. Il insistait sur le fait que toute continuation du gouvernement allemand devait maintenir la pureté idéologique nationale-socialiste, rejetant tout compromis avec les principes du Reich. Cette obsession de l'orthodoxie doctrinaire au moment de l'anéantissement total montrait à quel point il était complètement détaché de la réalité pratique. Pour Goebbels, préserver l'idée pure du national-socialisme était plus important que préserver des vies allemandes ou faciliter une transition moins chaotique. Les derniers moments de Goebbels avant de monter dans le jardin de la chancellerie ont été observés par plusieurs membres du personnel du bunker qui survivraient pour témoigner. On le décrivait comme étrangement calme, presque serein, contrastant nettement avec la nervosité et la panique qui caractérisaient d'autres personnes dans le complexe souterrain. Il prit congé formellement de ceux qui restaient, serrant les mains avec une rigidité protocolaire. Il n'y eut pas de discours finaux dramatiques ni de gestes grandioses. Il marcha simplement vers sa mort, avec la détermination méthodologique qui avait caractérisé toute sa carrière. La décision de Magda Goebbels de participer activement au meurtre de ses enfants révèle une dimension particulièrement troublante du fanatisme nazi, en tant que femme instruite de haute classe qui avait délibérément choisi ce destin pour sa famille. Elle représentait comment l'idéologie totalitaire pouvait transformer les instincts maternels fondamentaux en leur opposé complet. Les lettres qu'elle a laissées, adressées à son fils d'un mariage précédent qui vivait en dehors de l'Allemagne, exprimaient de la fierté pour son sacrifice et sa confiance que de futures générations comprendraient son choix.
Cette incapacité à reconnaître la monstruosité de ses actions illustrait la profondeur de sa méchanceté. Le traitement des corps de Goebbels par les troupes soviétiques qui les ont découverts des jours après reflétait l'attitude des conquérants envers les conquis. Les restes ont été photographiés abondamment, partiellement pour la documentation légale, mais aussi comme trophée de victoire. Ces images des cadavres carbonisés circulaient parmi l'état-major soviétique comme confirmation visuelle de l'effondrement total du régime nazi. Les soviétiques ont ressenti une satisfaction particulière à la capture des restes de Goebbels, dont la propagande avait diabolisé l'Union soviétique pendant des années avec une virulence particulière. La chambre du bunker où sont morts les enfants Goebbels est restée scellée pendant plusieurs jours après l'événement. Lorsqu'elle a finalement été ouverte par les troupes soviétiques, la scène trouvée était d'une tranquillité grotesque, les 6 corps disposés sur des couchettes, vêtus de chemises de nuit blanches, semblant dormir, sauf pour une décoloration caractéristique de l'empoisonnement au cyanure. Cette préparation soignée des corps contrastait horriblement avec la violence de l'acte lui-même, suggérant que les parents avaient essayé jusqu'à la fin de maintenir une illusion que c'était un acte d'amour plutôt qu'un meurtre. L'héritage de Goebbels en tant que dernier propagandiste fidèle du nazisme créait un paradoxe historique particulier. Il avait consacré toute sa vie à construire des mythes justifiant un régime monstrueux, et dans sa mort, il tenta de créer un mythe de plus, celui du sacrifice héroïque pour une cause perdue. Cependant, la réalité historique le jugea non pas comme un martyr, mais comme un exemple suprême de la façon dont l'intelligence et le talent peuvent être complètement corrompus au service d'une idéologie malveillante. La fuite impossible, Bormann, Krebs et les dernières tentatives de survie. Martin Bormann a affronté la mort d'Hitler avec un état d'esprit fondamentalement différent de celui de Goebbels. Là où le ministre de la propagande voyait une tragédie épique et un sacrifice rédempteur, Bormann voyait un problème opérationnel qui nécessitait des solutions pragmatiques. Son instinct primordial n'était pas l'immolation, mais la survie. Et pendant les heures chaotiques qui ont suivi le suicide d'Hitler, cet instinct l'a poussé à tenter de maintenir une certaine forme de continuité administrative tout en cherchant simultanément des voies d'évacuation. La position de Bormann dans le régime nazi avait été unique. Officiellement, il était le secrétaire personnel d'Hitler et chef de la chancellerie du parti, mais son pouvoir réel dérivait de son accès sans restriction au Führer. Pendant des années, Bormann avait contrôlé qui pouvait voir Hitler, quels documents arrivaient à son bureau, comment ses décisions souvent vagues étaient mises en œuvre. Il était le gardien indispensable, l'homme qui traduisait les caprices du dictateur en politiques exécutables. Maintenant, avec Hitler mort, ce rôle avait disparu instantanément. Cependant, Bormann a tenté de maintenir une fiction d'autorité continue. Dans les heures immédiatement après le suicide, il a supervisé la rédaction et la transmission de messages officiels. Le testament politique de Hitler l'avait désigné comme ministre du parti, une position qui techniquement le maintenait dans le cercle de pouvoir du nouveau gouvernement sous l'amiral Dönitz Bormann, a essayé d'utiliser cette désignation pour affirmer sa pertinence continue, envoyant des télégrammes qui donnaient des ordres et des instructions comme si le système de commandement nazi fonctionnait encore normalement. La réalité était très différente. Le Reich se désintégrait, non pas en jours, mais en heures. Les communications étaient constamment interrompues. Les unités militaires perdaient le contact avec le commandement central. Les leaders régionaux du parti prenaient des décisions unilatérales sur la reddition ou la continuation de la résistance. La tentative de Bormann de maintenir la coordination centrale était comme essayer de diriger une symphonie tandis que la salle de concert s'effondrait autour de lui. Hans Krebs, le général qui avait assumé le poste de chef d'état-major à peine quelques jours auparavant, faisait face à son propre dilemme impossible. Militairement, la situation était désespérée au-delà de tout espoir raisonnable. Berlin était entouré par des forces soviétiques supérieures en nombre et en armement. Les tentatives de briser le siège avaient échoué à plusieurs reprises. Les soldats allemands qui se battaient encore le faisaient avec des munitions limitées, sans soutien aérien et contre un ennemi qui avait attendu ce moment pendant 4 années de guerre brutale. Krebs proposa une approche qui était simultanément militaire et politique.
tenter de négocier un armistice avec les Soviétiques. Pas une reddition inconditionnelle qui était ce que les Alliés avaient constamment exigé, mais un certain type d'accord qui permettrait aux forces allemandes de déposer les armes de manière ordonnée. La logique militaire était claire. Chaque heure supplémentaire de combat signifiait plus de morts sans aucun objectif stratégique. La ville était perdue, le pays était perdu. Continuer à se battre ne faisait que multiplier la souffrance. Pendant la nuit du 30 avril au 1er mai, Krebs traversa les lignes vers les positions soviétiques sous un drapeau blanc. Sa mission était de rencontrer des commandants soviétiques de haut rang et d'explorer la possibilité de négociation. C'était un geste presque médiéval dans sa formalité, un général d'une armée vaincue cherchant des termes honorables de capitulation. Il portait avec lui la nouvelle officielle de la mort d'Hitler, une information que les Soviétiques avaient soupçonnée mais non confirmée. Les négociations furent brèves et clarifièrent l'impossibilité de la situation allemande. Les commandants soviétiques, agissant sous les ordres de Moscou, ont clairement indiqué qu'ils n'accepteraient qu'une capitulation sans condition. Il n'y aurait pas de conditions spéciales, pas de concession à la fierté militaire allemande. Les forces allemandes devaient déposer les armes et se soumettre à l'occupation soviétique. Toute autre option signifiait la poursuite du combat, jusqu'à la destruction totale. Krebs retourna au bunker avec cette réalité inéluctable. La réaction dans le bunker était de résignation sombre. Goebbels avait déjà pris sa décision de mourir avec sa famille. Bormann, cependant, cherchait toujours des alternatives. Le 1er mai, tandis que Goebbels exécutait son plan fatal, Bormann coordonnait des préparatifs pour une tentative de fuite en masse du bunker. L'idée était d'attendre jusqu'après la tombée de la nuit, puis de tenter de traverser les lignes soviétiques en petits groupes, profitant de l'obscurité et de la confusion du combat urbain. Le plan était désespéré dès le début. Berlin était complètement entouré. Les Soviétiques contrôlaient de toutes les principales routes de sortie et avaient établi des contrôles aux intersections clés. Les tunnels du métro, que certains pensaient utiliser comme route d'évasion, étaient inondés dans de nombreuses sections ou remplis de réfugiés civils. La probabilité de succès était minuscule, mais pour beaucoup dans le bunker, même une petite chance de survie était préférable à la certitude de la capture. La nuit du 1er au 2 mai, plusieurs groupes ont quitté le bunker à différents moments et dans différentes directions. Bormann faisait partie de l'un de ces groupes, se déplaçant à travers les rues dévastées de Berlin dans une tentative de rejoindre les lignes allemandes occidentales. Les détails précis de ce qui s'est passé ensuite ont fait l'objet de débats et de spéculations pendant des décennies. Ce qui est clair, c'est que Bormann n'a jamais atteint la sécurité. Son corps a été découvert des années plus tard près de la gare de Lehrter, ce qui suggère qu'il est mort pendant la tentative d'évasion, possiblement par suicide, en se rendant compte que l'évasion était impossible. Krebs n'a pas tenté de s'échapper. Après l'échec des négociations avec les Soviétiques, il est retourné au bunker et y est resté. À un moment donné, dans la nuit du 1er au 2 mai, il a pris la décision de se suicider, choisissant le cyanure comme méthode. Pour un officier de carrière qui avait servi l'armée allemande avec distinction pendant des décennies, la perspective de la capture soviétique était intolérable. Il en savait trop sur les atrocités allemandes sur le front de l'Est pour espérer tout type de traitement miséricordieux. Les tentatives d'évasion du bunker ont révélé la désintégration complète de l'ordre nazi. Des groupes d'officiers et de soldats qui, quelques jours auparavant, opéraient au sein d'une hiérarchie militaire stricte, agissaient désormais comme des individus désespérés cherchant un salut personnel. Les grades avaient perdu leur signification. Les généraux se mêlaient aux simples soldats dans la fuite. Les uniformes étaient abandonnés ou échangés contre des vêtements civils. La fierté militaire, qui avait été un composant central de l'identité nazie, s'est évaporée face à l'impératif fondamental de survie. La plupart n'ont pas réussi. Les Soviétiques ont capturé des centaines d'Allemands pendant ces jours chaotiques. Certains ont été immédiatement identifiés comme membres de la direction nazie et séparés pour des interrogatoires intensifs. D'autres se sont mêlés aux masses de prisonniers de guerre ordinaires, espérant échapper à l'identification. Quelques-uns ont réussi à disparaître dans le chaos de l'Allemagne d'après-guerre,
Assumant des identités fausses et vivant dans l'anonymat pendant des années ou des décennies, le bunker lui-même a finalement été abandonné. Les derniers défenseurs, comprenant la futilité de leur position, ont simplement cessé de se battre lorsque les troupes soviétiques sont finalement entrées dans les installations souterraines le 2 mai. Elles ont trouvé un scénario apocalyptique. Des corps dans divers états de décomposition, des documents brûlés, des chambres vides qui contenaient encore les vestiges de la vie qui s'était déroulée là pendant des semaines. C'était un monument à la futilité, un témoignage physique de la manière dont un régime qui avait promis la grandeur avait fini dans la sordidité et la défaite. La documentation que Bormann a tenté de détruire dans les dernières heures du bunker révélait l'étendue de son contrôle bureaucratique sur le Reich. Des boîtes entières de correspondances, d'ordres financiers et de directives administratives ont été brûlées à la hâte dans les incinérateurs du complexe. Cependant, la précipitation et le chaos ont entraîné une destruction incomplète. Les Soviétiques finiraient par récupérer des fragments carbonisés qui fournissaient des preuves du réseau de pouvoir que Bormann avait tissé pendant des années. Ces documents montraient comment il avait manipulé l'accès à Hitler, filtré l'information et construit des empires bureaucratiques parallèles qui lui donnaient le contrôle sur des aspects vitaux de l'État nazi. Le général Krebs, lors de sa mission de négociation avec Tchouikov, portait avec lui une copie du testament politique d'Hitler. Il le présenta comme s'il avait un poids diplomatique significatif, comme si nommer un successeur pouvait d'une manière ou d'une autre préserver la légitimité du régime en train de s'effondrer. Les officiers soviétiques examinèrent le document avec un mélange de curiosité historique et de mépris politique. Pour eux, cela représentait une complète irrélevance. Le Reich n'avait aucune autorité à transférer, aucun gouvernement à continuer. L'insistance allemande sur des procédures formelles alors que leur capitale brûlait autour d'eux semblait aux soviétiques la caractéristique finale de la rigidité bureaucratique allemande poussée à des extrêmes absurdes. Les tunnels du métro de Berlin par lesquels Bormann et d'autres ont tenté de s'échapper étaient devenus des refuges surpeuplés pour des milliers de civils. Des familles entières vivaient sur les quais, dormant sur des valises contenant leurs dernières possessions. Le passage de groupes armés des SS et d'officiers nazis tentant de fuir la nuit causait la terreur parmi ces réfugiés qui craignaient que leur présence attire la violence soviétique. Entre le déni et la panique, les hiérarques en exil et le front. Au-delà des limites claustrophobiques du Führer-Bunker, d'autres dirigeants nazis faisaient face à leur propre crise d'identité et de survie en apprenant la nouvelle du suicide de Hitler dispersé, géographiquement mais unis par des années de service au régime. Ces hommes réagirent de manière qui révélait à la fois leurs caractères individuels et la fragilité fondamentale du système qu'ils avaient construit. L'amiral Karl Dönitz a reçu le télégramme l'informant de sa désignation comme successeur de Hitler dans son quartier général à Flensburg, près de la frontière danoise. La nouvelle de la nomination est arrivée avant la confirmation de la mort de Hitler, créant un moment de confusion administrative. Dönitz, commandant de la Kriegsmarine et architecte de la guerre sous-marine allemande, était un militaire professionnel de la vieille école. Sa loyauté était envers le concept de l'Allemagne plus qu'à l'idéologie nazie spécifiquement. Bien qu'il ait servi le régime sans questionnement apparent pendant des années, la réaction initiale de Dönitz fut d'incrédulité suivie par une acceptation pragmatique. Il comprit qu'il avait été désigné non pas pour continuer la guerre, mais pour gérer la reddition inévitable. Les forces allemandes s'effondraient sur tous les fronts. Le territoire contrôlé par le Reich s'était réduit à des poches isolées. Les alliés occidentaux et soviétiques convergeaient depuis des directions opposées. Il n'existait aucune possibilité militaire réaliste de renverser la défaite. Cependant, Dönitz a tenté de maintenir une certaine apparence de gouvernement fonctionnel. Il a nommé un cabinet qui comprenait quelques militaires respectables et excluait délibérément les nazis les plus engagés idéologiquement. Sa stratégie était de présenter un gouvernement allemand qui pourrait négocier des conditions de reddition qui seraient un peu moins que complètement humiliantes. Il espérait particulièrement préserver la capacité de l'armée allemande à se rendre aux forces occidentales plutôt qu'aux soviétiques, une distinction qu'il considérait comme cruciale. Heinrich Himmler, Reichsführer des SS et un des hommes les plus puissants du régime, se trouvait dans une position complètement différente.
Pendant des semaines avant le suicide de Hitler, Himmler avait été impliqué dans des négociations secrètes avec des représentants alliés, essayant de se positionner comme une alternative raisonnable à la direction nazie. Ces négociations, lorsque Hitler en eut connaissance, avaient abouti à l'expulsion de Himmler du parti et à l'ordre de son arrestation. Quand Himmler reçut la nouvelle de la mort de Hitler, sa réaction fut complexe. D'une part, il était libéré de l'ordre d'arrestation qui pesait sur lui. D'autre part, il se rendait compte que ses tentatives de négocier avec les Alliés avaient été fondamentalement naïves. Les Occidentaux n'avaient aucun intérêt à traiter avec l'architecte de l'Holocauste, peu importe quelles promesses il pouvait faire. Himmler était l'un des hommes les plus recherchés du monde, responsable de crimes d'une ampleur qui défiait la compréhension. Pendant des jours, Himmler erra dans le nord de l'Allemagne avec une petite suite de fidèles partisans, utilisant de faux papiers d'identité et essayant d'éviter d'être capturé. Son plan, dans la mesure où il en avait un, semblait être simplement de survivre jour après jour en réfléchissant à des options qui devenaient de plus en plus limitées à chaque heure qui passait. Finalement, il fut capturé par les troupes britanniques qui, ironiquement, ne le reconnurent pas initialement. Ce n'est que lorsque les autorités commencèrent à examiner de plus près les récents prisonniers que son identité fut découverte. Réalisant que le jeu était terminé, Himmler se suicida avec une capsule de cyanure qu'il avait gardée cachée, refusant ainsi aux Alliés l'opportunité de le juger publiquement. Hermann Göring présentait un contraste remarquable avec les autres dirigeants nazis en ces derniers jours. Autrefois, le deuxième homme le plus puissant du Reich, désigné héritier de Hitler, commandant de la Luftwaffe et figure centrale du cercle intérieur nazi, Göring était tombé en disgrâce pendant les dernières années de la guerre. L'échec de la force aérienne allemande à prévenir les bombardements alliés sur l'Allemagne avait érodé sa position et son addiction à la morphine et son style de vie luxueux l'avaient progressivement éloigné des dures réalités du conflit. En avril 1945, Göring était à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises, loin de Berlin et du contrôle direct de Hitler. Lorsqu'il apprit que Hitler était piégé à Berlin et peut-être incommunicado, Göring interpréta cela comme une opportunité pour assumer le leadership sous les termes de sa vieille désignation comme successeur. Il envoya un télégramme à Hitler demandant la confirmation qu'il devait assumer le commandement total du Reich. Le télégramme de Göring a été intercepté par Bormann, qui l'a présenté à Hitler comme preuve de trahison. Hitler, dans l'un de ses derniers actes d'autorité, a ordonné l'arrestation de Göring et son expulsion de tous les postes. Pour Göring, cela a représenté l'aboutissement de sa chute depuis les sommets du pouvoir. Lorsque les Alliés l'ont finalement capturé en mai, il était en assignation à résidence ordonnée par son propre gouvernement, prisonnier des nazis avant de devenir prisonnier des Alliés. La réaction de Göring à ces humiliations fut curieusement philosophique. Contrairement à Himmler, qui a essayé d'échapper à la capture jusqu'à la fin, ou Goebbels, qui a choisi le suicide, Göring sembla se résigner à faire face à la justice alliée. Pendant le procès de Nuremberg, il se présenterait comme le dernier représentant de l'ancien ordre nazi, défendant les actions du régime tout en essayant de se distancier de ses crimes les plus atroces. Son suicide final à la veille de son exécution prévue serait un dernier acte de défi, refusant à ses geôliers la satisfaction de la potence. Albert Speer, ministre de l'armement et architecte personnel de Hitler, occupait une position ambiguë au sein de la direction nazie. Il avait été l'un des favoris de Hitler, apprécié pour son efficacité administrative et sa capacité à maximiser la production de guerre même sous des bombardements intensifs. Cependant, durant les derniers mois du conflit, Speer avait commencé à remettre en question la sagesse de continuer une guerre clairement perdue. Lorsque la nouvelle de la mort de Hitler est parvenue à Speer, il était loin de Berlin, ayant délibérément évité de retourner au bunker pendant les derniers jours. Sa réaction a été un soulagement mêlé d'appréhension quant à l'avenir. Speer comprenait que, contrairement à Himmler ou Göring, il pouvait potentiellement survivre au régime. Il n'avait pas été directement impliqué dans les atrocités les plus notoires, et son rôle avait été principalement administratif. Cette évaluation se révélerait partiellement correcte. Speer serait jugé à Nuremberg mais recevrait une peine de prison au lieu d'une exécution,
en partie grâce à sa disposition à accepter la responsabilité collective tout en niant la connaissance des pires crimes. Joseph Dietrich, commandant des forces Panzer des SS, était au front lorsqu'il reçut la nouvelle. Pour des commandants militaires comme lui, le suicide d'Hitler représentait une libération d'un problème impossible. Pendant des mois, ils avaient exécuté des ordres qu'ils savaient militairement absurdes, sacrifiant des soldats dans des opérations condamnées parce que l'alternative était d'être accusés de trahison. Avec la mort d'Hitler, ces commandants pouvaient enfin agir selon leur jugement militaire professionnel, ce qui signifiait dans la plupart des cas chercher des termes de reddition qui minimiseraient les pertes supplémentaires. Les réactions aux niveaux les plus bas de la direction nazie variaient énormément. Certains dirigeants régionaux du parti ont essayé de négocier des redditions locales indépendantes, espérant que la coopération avec les Alliés pourrait se traduire par un traitement plus favorable. D'autres ont détruit des documents compromettants et ont essayé de disparaître dans la population générale. Un petit nombre de véritables fanatiques a tenté d'organiser une résistance continue, parlant d'une lutte de guérilla qui continuerait même après la reddition formelle. La dispersion géographique du leadership nazi pendant ces derniers jours reflète la désintégration du régime. Ce qui avait été une structure de commandement centralisée et efficace s'était fragmenté en plusieurs centres d'autorité concurrents, chacun opérant selon sa propre évaluation des intérêts et des possibilités. Les télégrammes allaient et venaient avec des ordres contradictoires. Les commandants locaux prenaient des décisions unilatérales. La bureaucratie nazie, si méticuleusement organisée pendant des années de paix et de guerre, a simplement cessé de fonctionner comme un système cohérent. Cette fragmentation révélait une vérité fondamentale sur la nature du régime nazi. Malgré toute sa propagande sur l'unité et le but commun, le système avait été soutenu principalement par la volonté d'un homme et la peur qu'il inspirait sans Hitler. Les loyautés personnelles et les ambitions individuelles ont rapidement surpassé tout engagement idéologique partagé. Les nazis ne formaient pas un bloc monolithique, mais une coalition fragile d'intérêts divers, unis autant par opportunisme que par conviction. La capture de Himmler par les troupes britanniques a été le résultat de l'incompétence dans le déguisement plus que de l'intelligence alliée supérieure. Il avait adopté l'identité de Heinrich Hitzinger, membre de la police secrète de campagne, mais avait gardé ses documents personnels cachés dans ses vêtements. Lorsque des gardes britanniques l'ont arrêté lors d'un contrôle routinier près de Bremervörde, son comportement nerveux et le cache-œil sur son œil gauche, tentative maladroite de modifier son apparence, ont éveillé les soupçons. Lors de l'interrogatoire préliminaire, il a avoué sa véritable identité, apparemment en croyant qu'il pourrait négocier avec les captifs britanniques comme il avait fantasmé pendant des semaines. Son suicide avec du cyanure des instants plus tard a été si abrupt que les gardes ont à peine eu le temps de réagir. Le complexe alpin de Göring à Berchtesgaden, lorsqu'il fut finalement capturé par les troupes américaines, révéla l'étendue de son pillage systématique de l'Europe. Des entrepôts souterrains contenaient des œuvres d'art volées dans des musées et des collections privées à travers tout le continent. Des peintures de maîtres anciens étaient entassées sans soin à côté de sculptures antiques et de tapisseries médiévales. Des soldats américains photographièrent méticuleusement ce trésor volé avant de commencer le processus de catalogage et de restitution éventuelle. Göring avait imaginé ses possessions comme fondement de musée personnel qui établirait son héritage culturel. Au contraire, elles devinrent une preuve matérielle du pillage nazi systématique. La relation entre Dönitz et Speer durant les derniers jours du régime était marquée par un pragmatisme partagé, mais aussi par des tensions sur la stratégie. Speer avait passé les dernières semaines de la guerre à saboter discrètement les ordres d'Hitler de détruire l'infrastructure allemande dans la politique de la terre brûlée Dönitz. Bien qu'il reconnaisse aussi la futilité de la résistance continue, maintenait une façade de continuité militaire que Speer considérait contre-productive. Écho dans les commandements militaires, résignation, fureur et désintégration. La mort de Hitler a résonné différemment parmi les commandements militaires qui maintenaient encore des forces sur le terrain. Pour ces hommes,
Officiers de carrière dont les identités professionnelles avaient été formées bien avant l'ascension nazie au pouvoir, le suicide du Führer présentait des dilemmes qui étaient simultanément militaires, éthiques et profondément personnels. Le maréchal de camp Ferdinand Schörner commandait le groupe d'armées centre en Tchécoslovaquie. Lorsque la nouvelle est arrivée, Schörner était connu comme l'un des généraux les plus fanatiquement nazis, un homme qui avait embrassé l'idéologie avec un zèle inhabituel pour un officier de son rang. Sa réponse au suicide de Hitler fut de continuer le combat avec une intensité inchangée. Il a émis des ordres selon lesquels tout soldat qui tenterait de se rendre serait exécuté sommairement pour trahison. Sa détermination à maintenir la discipline par la terreur reflétait à la fois son engagement idéologique et son refus d'accepter la réalité de la défaite. Cependant, même sous le commandement de Schörner, les forces allemandes se désintégraient. Les soldats ne voyaient aucun intérêt à continuer une lutte qui était clairement perdue. Les désertions augmentaient chaque jour. Des unités entières cessaient simplement le combat et commençaient à se diriger vers l'ouest, espérant se rendre aux Américains plutôt qu'aux Soviétiques. Les officiers de rang intermédiaire faisaient face à des décisions impossibles. Suivre des ordres qui garantissaient plus de morts inutiles ou agir selon leur jugement et risquer l'exécution pour insubordination. Sur le front occidental, la situation était différente mais tout aussi chaotique. Le maréchal Albert Kesselring, commandant en Italie, avait été en négociation secrète pour la reddition de ses forces, même avant la mort de Hitler. Pour Kesselring, un professionnel militaire pragmatique, la poursuite du combat après que le résultat était évident était simplement un gaspillage criminel de vie. Lorsque la nouvelle du suicide est arrivée, il a accéléré les négociations, voyant dans la mort du Führer une libération des contraintes politiques qui avaient compliqué ses efforts précédents. La Wehrmacht en Norvège présentait un autre cas. Loin des fronts principaux et relativement intacts, ses forces pouvaient théoriquement avoir continué à résister pendant des semaines, mais le commandant local, en apprenant la mort de Hitler et la nomination de Dönitz, a immédiatement reconnu que la guerre était terminée dans n'importe quel sens significatif. Il a commencé à préparer une reddition ordonnée en donnant la priorité à la sécurité de ses troupes sur toute considération de poursuivre une résistance symbolique. Sur le front oriental, où les atrocités allemandes avaient été les plus extrêmes et où les soldats craignaient à juste titre la capture soviétique, la situation était plus désespérée. Les commandants faisaient face au dilemme de savoir comment protéger leurs hommes tout en acceptant l'inévitabilité de la défaite. Certains essayaient de négocier des redditions locales qui permettraient aux unités allemandes de se déplacer vers l'ouest avant de déposer les armes. D'autres ordonnaient simplement à leurs troupes de se disperser, espérant que les soldats individuels auraient de meilleures chances de survie que des formations militaires organisées. L'amiral Hans-Georg von Friedeburg, qui serait envoyé par Dönitz pour négocier la reddition formelle avec les alliés occidentaux, représentait le professionnalisme militaire divorcé de l'idéologie politique. Sa tâche était purement technique, formaliser la reddition des forces allemandes de manière à minimiser le chaos et à préserver autant de vies allemandes que possible. Lorsqu'il eut accompli cette mission, il se suicida, apparemment incapable de vivre avec l'humiliation d'avoir présidé à la défaite totale des forces armées allemandes. Parmi les officiers de rang moyen, les réactions variaient largement. Certains, en particulier les plus jeunes qui avaient été formés entièrement pendant l'ère nazie, ont éprouvé une crise d'identité profonde. Hitler avait été une figure presque divine pour eux, et sa mort a laissé un vide idéologique qu'ils ne pouvaient pas combler. D'autres, des officiers plus âgés qui se souvenaient de l'armée allemande avant le nazisme, ont vu dans la mort d'Hitler une opportunité de restaurer une certaine version de l'honneur militaire professionnel. Les ordres finaux qui circulaient dans les unités militaires allemandes pendant ces jours reflétaient cette confusion. Certains commandaient une résistance continue jusqu'à la mort. D'autres autorisaient des redditions locales sous des conditions spécifiques. Certains demandaient simplement aux commandants d'unités d'utiliser leur propre jugement. La chaîne de commandement, si cruciale pour l'efficacité militaire, avait été brisée non seulement physiquement par les interruptions dans la communication, mais aussi conceptuellement par l'absence d'autorité claire. La propagande alliée a joué un rôle dans l'accélération de l'effondrement.
Les haut-parleurs diffusaient des messages en allemand informant les troupes que Hitler était mort et que la résistance continue était futile. Les avions larguaient des tracts avec des instructions sur la façon de se rendre en toute sécurité. Cette campagne psychologique était particulièrement efficace car elle confirmait ce que de nombreux soldats allemands soupçonnaient déjà, qu'ils avaient été abandonnés par leur leadership et que continuer à se battre ne ferait que conduire à leur propre mort sans but. La désintégration de la Wehrmacht, durant ces derniers jours, a été remarquablement rapide. Ce qui avait été l'une des forces militaires les plus efficaces de l'histoire moderne s'est effondré en quelques jours. Les unités qui avaient combattu férocement à peine des semaines auparavant ont simplement cessé d'exister en tant que formation militaire cohésive. Les soldats désertaient, se rendaient en masse ou rentraient simplement chez eux, abandonnant leurs armes et uniformes en chemin. Cette désintégration militaire reflétait une vérité plus profonde sur la nature de la guerre que l'Allemagne avait menée. L'armée allemande avait opéré sous une structure de commandement hautement centralisée, où l'initiative individuelle était moins valorisée que l'obéissance aux ordres supérieurs. Lorsque cette structure de commandement s'est effondrée, la capacité des unités individuelles à opérer efficacement s'est évaporée. Les soldats allemands, formés pour suivre les ordres, se trouvaient soudainement sans ordre clair à suivre. Le contraste avec les Alliés était marqué. Les forces américaines, britanniques et soviétiques opéraient sous des systèmes qui permettaient une plus grande initiative à des niveaux de commandement plus bas. Lorsque les commandements supérieurs étaient interrompus, les unités pouvaient continuer à fonctionner efficacement en se basant sur l'initiative des officiers et sous-officiers. Ce contraste devenait évident pendant les derniers jours de la guerre, lorsque les forces alliées continuaient à opérer avec efficacité tandis que les forces allemandes se désintégraient. Les commandements militaires allemands, réfléchissant par la suite à ces événements, blâmaient fréquemment la direction politique nazie pour la catastrophe. Ils soutenaient qu'Hitler était constamment intervenu dans les décisions militaires, rejetant des retraites tactiques sensées en faveur d'ordres de défendre jusqu'au dernier homme qui ne résultaient qu'en pertes inutiles. Cette narration d'une Wehrmacht professionnelle trahie par une direction politique incompétente deviendrait courante dans les années de l'après-guerre, bien que des études historiques ultérieures révèlent le haut degré de complicité de l'armée dans les crimes du régime. Les soldats allemands, capturés dans les derniers jours d'avril et les premiers de mai, faisaient face à des destins radicalement différents selon l'emplacement géographique de leur capture. Ceux faits prisonniers par les forces occidentales pouvaient généralement anticiper un traitement conforme à la Convention de Genève, bien que les conditions dans les camps de prisonniers temporaires soient souvent sévères en raison du nombre écrasant. Les capturés par l'armée rouge faisaient face à une perspective bien plus sombre. Des années de guerre brutale sur le front oriental, les crimes allemands massifs sur le territoire soviétique et la soif soviétique de vengeance et de réparation par le travail forcé signifiaient que la captivité soviétique équivalait fréquemment à une condamnation à mort retardée par la maladie, la faim ou l'exposition. Les marches de la mort finale de prisonniers des camps de concentration ont continué même après que des nouvelles du suicide de Hitler ont commencé à circuler. Les gardes SS, opérant sous l'inertie des ordres précédents et la peur des conséquences de la libération des prisonniers qui pourraient témoigner contre eux, ont forcé des milliers de détenus affaiblis à marcher vers des destinations insensées. Beaucoup sont morts en chemin d'épuisement ou ont été exécutés lorsqu'ils ne pouvaient pas suivre le rythme. Ces atrocités finales, commises alors que la défaite allemande était absolument claire pour tous, démontrait comment le système nazi continuait à produire la mort même dans ses derniers soupirs. Le phénomène des loups-garous, les guérilleros nazis qui continueraient soi-disant la résistance après la défaite, s'est avéré être principalement de la propagande sans substance. Bien que Goebbels ait largement promu l'idée d'une résistance partisane allemande qui rendrait l'occupation alliée insoutenable, peu d'Allemands avaient le cœur à une telle entreprise après des années de guerre dévastatrice. À la fin du mythe, la reddition et la recherche d'un leader absent. La période immédiatement après le suicide de Hitler fut marquée par une contradiction particulière. Le Führer était mort, mais son régime tentait encore de fonctionner. Karl Dönitz,
Proclamé successeur de Hitler, selon le testament politique du leader défunt, établit ce qu'il appela le gouvernement de Flensburg à l'extrême nord de l'Allemagne. Cette administration restante contrôlait peu plus que le territoire où elle était physiquement située, entourée par les forces alliées et sans capacité réelle de gouverner. Cependant, Dönitz insistait pour maintenir la fiction d'une légitimité gouvernementale, tenant des réunions de cabinet, émettant des directives et négociant avec les Alliés comme s'il représentait un État souverain fonctionnel. La reddition de l'Allemagne s'est faite par étapes au cours de la première semaine de mai. Le 4 mai, le maréchal Bernard Montgomery a accepté la reddition de toutes les forces allemandes dans le nord-ouest de l'Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Le 5 mai, les forces allemandes en Bavière et en Autriche occidentale se sont rendues aux forces américaines. Enfin, le 7 mai, au quartier général d'Eisenhower à Reims, en France, le général Alfred Jodl a signé l'acte de reddition inconditionnelle couvrant toutes les forces allemandes restantes. Staline, insatisfait que la reddition ait été signée d'abord à l'ouest, a insisté pour une cérémonie séparée à Berlin le 8 mai, où le maréchal Wilhelm Keitel a ratifié la capitulation devant des officiers soviétiques. Pendant ces négociations de reddition, le statut de Hitler restait un sujet d'intérêt intense et de spéculation. Les Alliés n'étaient initialement pas complètement sûrs qu'il était mort. Les représentants de Dönitz, lors des négociations, confirmèrent sa mort, mais sans corps définitivement identifié, des doutes persistaient. Les Soviétiques, qui contrôlaient la zone du bunker, ont effectué des recherches méticuleuses des restes de Hitler. Le 4 mai, des troupes soviétiques ont localisé des restes brûlés dans le jardin de la chancellerie qu'elles croyaient appartenir à Hitler et Eva Braun. Les Soviétiques ont extrait ces restes et les ont soumis à une analyse médico-légale approfondie. Les dossiers dentaires ont fourni une identification préliminaire convaincante. Cependant, Staline a délibérément maintenu une ambiguïté publique sur le sort de Hitler pendant des années. Lors de conversations avec des dirigeants occidentaux à Potsdam en juillet 1945, Staline a suggéré que Hitler aurait pu s'échapper, possiblement en Espagne ou en Argentine. Cette désinformation délibérée servait des objectifs politiques soviétiques. Elle créait des tensions entre les alliés occidentaux, suggérait qu'il pourrait cacher le Führer fugitif et permettait à Staline de maintenir le sujet d'Hitler vivant comme outil de propagande. L'ambiguïté sur le destin d'Hitler alimentait des théories conspirationnistes qui persisteraient pendant des décennies. Sans confirmation visuelle définitive du cadavre d'Hitler, les photographies des restes brûlés étaient effrayantes, mais pas conclusivement identifiables pour le public. Circulaient des histoires selon lesquelles il aurait échappé à la dernière minute. Il aurait soi-disant utilisé un sosie dans le bunker pendant qu'il fuyait en avion ou en sous-marin vers des refuges préparés en Amérique du Sud. Ces théories, bien qu'infirmées par des preuves accablantes de nombreux témoins oculaires de sa mort et des découvertes médico-légales soviétiques, restaient attrayantes pour ceux qui voulaient croire que le Führer avait surmonté ses ennemis une dernière fois ou pour ceux pour qui la simple vérité du suicide dans la défaite était insatisfaisante narrativement. Le gouvernement de Dönitz tentait de maintenir la fiction d'une continuité étatique, mais les Alliés n'avaient aucune intention de reconnaître la légitimité nazie de quelque type que ce soit. Le 23 mai, des troupes britanniques arrêtèrent Dönitz et tout son cabinet à Flensburg. L'acte fut mené avec une délibération calculée. Les Alliés voulaient en faire absolument clair qu'ils ne considéraient pas le régime nazi, sous quelque forme que ce soit, comme un interlocuteur valable. L'Allemagne n'aurait pas de gouvernement propre, mais serait administrée par des autorités d'occupation militaires alliées, divisées en 4 zones contrôlées par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. Avec l'arrestation de Dönitz et la dissolution formelle du dernier gouvernement nazi, la question est devenue comment traiter le mythe de Hitler lui-même. Pour des millions d'Allemands, Hitler avait été le centre d'orientation politique et psychologique pendant plus d'une décennie. La propagande nazie avait construit un culte de la personnalité qui présentait le Führer comme le sauveur de l'Allemagne, un leader infaillible dont la vision guidait la nation vers une grandeur destinée. Le suicide ignominieux dans un bunker, tandis que sa capitale tombait entre les mains de l'ennemi, contredisait fondamentalement cette narrative soigneusement construite.
Les Alliés reconnaissaient la nécessité de démystifier systématiquement Hitler et le nazisme. Les autorités d'occupation ont commencé des programmes extensifs de dénazification conçus pour exposer les crimes du régime et éduquer les Allemands sur la réalité historique par rapport à la propagande qu'ils avaient consommée. Des salles de cinéma ont été réquisitionnées pour projeter des films de la libération des camps de concentration, forçant les populations locales à confronter visuellement les atrocités commises en leur nom. Des journaux sous contrôle allié publiaient des descriptions détaillées de crimes nazis documentés par des enquêteurs. Cependant, la démystification de Hitler était compliquée par plusieurs facteurs. Premièrement, la dévastation complète de l'Allemagne, villes en ruine, économie détruite, des millions de morts, créait un environnement où de nombreux Allemands étaient plus préoccupés par la survie immédiate que par la confrontation avec le passé récent. Deuxièmement, admettre la vérité complète sur le régime nazi nécessitait de reconnaître une culpabilité collective inconfortable. Il était plus facile pour beaucoup d'adopter la narration selon laquelle ils avaient été trompés par Hitler plutôt que de reconnaître leur participation active ou leur complicité passive dans des crimes de masse. Le vide laissé par la mort de Hitler posait également des questions sur l'identité nationale allemande. Pendant 12 ans, l'État nazi avait tenté de fusionner l'identité allemande avec le national-socialisme. Hitler avait déclaré que le Reich durerait 1000 ans, représentant le destin historique du peuple allemand. Avec l'effondrement total de ce projet, une question fondamentale restait. Qu'est-ce que cela signifiait d'être allemand si ce n'était pas être nazi ? Cette crise d'identité affecterait la culture politique allemande pendant des générations. À l'Est, sous occupation soviétique, la dénazification procédait avec une approche différente. Les soviétiques mettaient l'accent sur le récit selon lequel le nazisme avait été le produit du capitalisme et du militarisme allemand, et que la construction de l'État socialiste éliminerait les racines du fascisme. Les anciens nazis qui acceptaient cette idéologie pouvaient trouver une place dans le nouvel ordre est-allemand s'ils démontraient leur utilité au régime communiste. Cette approche pragmatique créait une situation où de nombreux anciens nazis changeaient simplement de loyauté idéologique superficiellement tout en conservant des positions de pouvoir. Dans l'Ouest, le processus était ostensiblement plus rigoureux, mais faisait également face à des contradictions. La dénazification initiale était exhaustive, avec de longs questionnaires et des tribunaux classant les Allemands selon les niveaux de participation nazie. Cependant, à mesure que la guerre froide commençait et que les alliés occidentaux voyaient l'Allemagne de l'Ouest comme un bastion nécessaire contre l'expansion soviétique, l'enthousiasme pour la dénazification diminuait. Au début des années 1950, de nombreux anciens nazis avaient été réhabilités et réintégrés dans des institutions de l'Allemagne de l'Ouest, y compris le gouvernement, les affaires et les secteurs juridiques. Le traitement de l'héritage physique de Hitler a également révélé des tensions sur la manière de gérer sa mémoire. Les soviétiques ont initialement préservé les restes identifiés de Hitler, les conservant dans des installations de renseignement sous un secret absolu. Ce n'est qu'en 1970 que ces restes ont finalement été incinérés et les cendres dispersées, éliminant toute possibilité que le site d'enterrement devienne un sanctuaire pour les néo-nazis. Le bunker lui-même à Berlin a été scellé, puis partiellement détruit, et finalement construit dessus pour éviter qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage. Berghof, le refuge alpin de Hitler à Obersalzberg, a été pillé par les troupes alliées après la guerre, puis démoli par les autorités bavaroises en 1952 pour prévenir le tourisme nazi. D'autres sites associés à Hitler et au régime nazi ont connu des destins similaires. Démolition, reconfiguration ou resignification pour refuser aux néo-nazis des espaces de mémoire positive. Cet effort visant à éliminer les marqueurs physiques du régime nazi reflétait la compréhension que les mythes politiques nécessitent des ancrages matériels pour conserver leur pouvoir. Les procès de Nuremberg, commençant en novembre 1945, ont fourni un forum public pour documenter de manière exhaustive les crimes du régime nazi. Les procureurs ont présenté des montagnes de preuves documentaires, ordres écrits, mémorandums internes, registres des camps de concentration, films. Les témoignages décrivaient en détail la machine bureaucratique du génocide, les décisions qui ont conduit à la guerre d'agression, le système de travail forcé.
Bien que Hitler lui-même n'ait pas pu être jugé, son régime a été effectivement poursuivi par contumace, avec des dirigeants survivants défendant ou dénonçant le Führer mort selon la convenance légale. Pour les survivants de l'Holocauste et d'autres victimes du nazisme, la mort d'Hitler par suicide plutôt que par justice était profondément insatisfaisante. Il avait échappé à rendre des comptes personnels pour ses crimes, contrôlant les circonstances de sa mort comme il avait contrôlé tant de choses dans sa vie. Ce sentiment de justice incomplète contribuait à la détermination de poursuivre de manière approfondie les leaders nazis survivants. Si Hitler ne pouvait pas être puni, au moins ses subordonnés devraient en faire face aux conséquences de leurs actions. Cependant, il y avait aussi une reconnaissance sombre que la mort de Hitler était de manière appropriée pathétique. L'homme qui avait rêvé de remodeler l'Europe, qui avait envoyé des millions à la mort dans ses guerres de conquête, avait fini piégé dans un bunker souterrain, ses ambitions grandioses effondrées dans les ruines carbonisées de sa capitale. Il avait prêché sur la survie des plus aptes, mais avait démontré son incapacité à s'adapter lorsque la fortune s'était retournée contre lui. Il avait glorifié la violence et la guerre, mais avait manqué de courage pour affronter les conséquences de ses actions, choisissant à la place une autodestruction lâche. Le mythe de Hitler, en tant que leader invincible, génie stratégique et sauveur de l'Allemagne, avait été complètement détruit par la réalité de défaite totale. Les villes allemandes étaient en ruine. Des millions étaient morts. Le pays était occupé, divisé et dépouillé de souveraineté. Le Reich de 1000 ans avait duré un peu plus d'une décennie et avait laissé la nation dans une situation pire que lorsqu'elle avait commencé. Cette divergence entre promesses grandioses et résultats catastrophiques rendait impossible de maintenir l'image héroïque de Hitler, sauf pour les plus fanatiques dévoués. Pourtant, le processus de confrontation totale avec la réalité de Hitler et de son régime prendrait des générations. Les Allemands qui avaient vécu comme adultes pendant la période nazie avaient des souvenirs complexes mêlant expériences personnelles, période de prospérité économique dans les années 1930, victoires militaires initiales, sens du but national, avec une compréhension croissante de la monstruosité du régime. Réconcilier ces récits contradictoires nécessitait un travail psychologique et culturel douloureux qui continuerait longtemps après que les derniers vestiges physiques de Hitler auraient été éliminés. Les interrogatoires d'Allemands capturés dans les jours et les semaines suivant la reddition fournissaient aux renseignements alliés une compréhension fragmentaire mais croissante de ce qui s'était passé dans les heures finales du bunker. Les témoignages se contredisaient souvent les uns les autres sur des détails spécifiques, produits de la confusion du moment, distorsion de la mémoire, et dans certains cas, désinformation délibérée. Reconstruire la séquence précise des événements nécessitait une analyse méticuleuse de ces sources discordantes. Les enquêteurs soviétiques, avec un accès direct au site du bunker, avaient un avantage initial mais également un agenda politique qui colorait leurs conclusions publiques. La recherche du corps de Hitler par les troupes soviétiques était en partie motivée par le besoin médico-légal, mais également par une dimension symbolique. Capturer des restes physiques du Führer représentait le trophée suprême, preuve tangible de la victoire soviétique. Les soldats creusaient méthodiquement dans le jardin de la chancellerie, tamisant la terre carbonisée et les débris. Lorsqu'ils ont finalement localisé des restes qu'ils croyaient appartenir à Hitler et à Eva Braun, ils ont été extraits avec un soin extraordinaire. Une analyse dentaire fournissait une identification plus fiable. Les techniciens dentaires de Hitler avaient été localisés et leurs enregistrements comparés aux mâchoires trouvées. Les correspondances étaient convaincantes pour des fins médico-légales soviétiques, bien que l'ambiguïté publique maintenue par Staline continuerait à alimenter la spéculation pendant des années. Le concept de réducto national alpin, où les nazis planifiaient supposément une résistance finale, s'est avéré être principalement une fiction des renseignements alliés. Bien que quelques préparatifs mineurs aient été faits, il n'y a jamais eu de plan cohérent sérieux pour la forteresse montagneuse. Cependant, la croyance alliée en cette possibilité a influencé la stratégie militaire finale, accélérant les avancées vers le sud de l'Allemagne et de l'Autriche. Le silence après le Reich, mémoire, déni et héritage.
La mort de Hitler a marqué la fin du Troisième Reich en tant qu'entité politique, mais le début de luttes longues et complexes sur la mémoire, la responsabilité et la signification historique. Dans les années et les décennies qui ont suivi, la réaction au suicide du Führer et à l'effondrement de son régime évoluerait à travers des phases distinctes, tandis que l'Allemagne et le monde tentaient de comprendre ce qui s'était passé et pourquoi. Les premières années d'après-guerre ont été dominées par la survie matérielle et les urgences de la reconstruction. Pour des millions d'Allemands déplacés, vivant parmi les ruines, confrontés à la faim et à l'occupation étrangère, il y avait peu d'énergie émotionnelle pour une introspection historique approfondie. Le récit commun qui a émergé pendant cette période était celui de la victimisation collective. Les Allemands avaient été trompés par Hitler et sa clique, avaient souffert sous les bombardements alliés. Maintenant, ils souffraient sous l'occupation. Ce récit commode permettait d'éviter des questions plus difficiles sur la participation volontaire aux crimes nazis. Les procès pour crimes de guerre, particulièrement ceux de Nuremberg, forçaient une confrontation publique avec la réalité du régime nazi. Les révélations sur les camps d'extermination, le système de travail esclave, les expériences médicales et d'autres crimes étaient impossibles à ignorer complètement. Cependant, de nombreux Allemands répondaient par diverses formes de déni. Certains insistaient sur le fait que les crimes avaient été exagérés par la propagande alliée. D'autres admettaient que des atrocités avaient eu lieu mais affirmaient qu'elles étaient l'œuvre de la petite élite nazie, tandis que la population générale restait ignorante. Peu étaient initialement disposés à accepter le concept de culpabilité collective proposé par certains penseurs alliés. La figure de Hitler lui-même est devenue le centre d'une élaboration mythologique complexe. Pour la minorité de nazis impénitents, Hitler restait un héros trahi par des subordonnés faibles et des circonstances impossibles. Cette narration de « si seulement Hitler avait su » ou « si seulement nous avions eu plus de temps » permettait de maintenir une loyauté idéologique tout en rationalisant la défaite. Pour la majorité des Allemands, cependant, Hitler est progressivement devenu un bouc émissaire commode. Lui et son cercle proche étaient responsables de tout ce qui était mauvais, tandis que les aspects ordinaires de la vie sous le nazisme pouvaient être rappelés de manière moins critique. Les premiers livres de mémoire de figures nazies, particulièrement ceux d'Albert Speer, ont contribué à cette mythologie révisée. Speer, dans ses écrits depuis la prison et après, se présentait comme un technocrate apolitique qui avait été séduit par le charisme de Hitler, mais était resté ignorant des pires crimes. Cette narrative auto-exculpatoire était de toute évidence fausse. Speer avait été profondément impliqué dans l'exploitation du travail esclave et avait connu les programmes d'extermination. Mais elle résonnait avec des audiences allemandes désireuses de trouver des modèles sur comment réconcilier la participation passée avec les valeurs démocratiques présentes. Conforme la guerre froide a émergé, la signification de Hitler et du nazisme a été réinterprétée à travers des prismes idéologiques de nouveaux conflits. En Allemagne de l'Ouest, la narrative anticommuniste dominante soulignait la continuité entre le nazisme et le communisme soviétique comme des formes jumelles de totalitarisme. Cette équivalence permettait aux Allemands de l'Ouest de se positionner comme alliés de l'Ouest contre cette nouvelle menace totalitaire, détournant l'attention des responsabilités historiques. En Allemagne de l'Est, le régime communiste promouvait la narrative que le fascisme avait été la manifestation du capitalisme avancé et que la construction du socialisme représentait une rupture complète avec le passé nazi, bien que de nombreux anciens nazis aient trouvé des positions dans l'appareil d'État allemand. Pendant les années 1950 et au début des années 1960, l'Allemagne de l'Ouest a connu une période que les historiens ont appelée amnésie communicative, réticence sociale généralisée à discuter du passé nazi en détail. Les familles évitèrent de poser des questions sur ce que les grands-parents avaient fait pendant la guerre. Le système éducatif traitait la période nazie superficiellement. De nombreux anciens nazis avaient été réintégrés dans des positions d'autorité au sein du gouvernement, des affaires, du droit et du milieu universitaire. Cette normalisation des anciens nazis était partiellement une nécessité pratique. Tant de gens avaient été impliqués dans le régime qu'il était impossible de reconstruire une société complètement sans eux, mais reflétait également une réticence plus profonde à confronter les implications complètes du passé. Ce silence a commencé à se rompre dans les années 1960,
particulièrement avec la génération d'Allemands nés pendant ou après la guerre qui commençaient à poser des questions difficiles à leurs parents, les procès d'Auschwitz à Francfort de 1963 à 1965, où des gardiens de camps de concentration ordinaires ont été poursuivis pour leurs crimes, ont forcé une confrontation publique renouvelée avec les détails du génocide. Des séries télévisées comme Holocaust, en 1979, ont atteint des audiences massives, avec des représentations émotionnelles du programme d'extermination, provoquant des discussions nationales. La question du suicide de Hitler et les réactions des dirigeants nazis émergeaient périodiquement dans ces débats plus larges. Pour certains analystes, la disposition de tant de leaders nazis à se suicider plutôt que de faire face à la justice démontrait la faillite morale du régime. Ils reconnaissaient qu'ils ne pouvaient pas défendre leurs actions face à un examen honnête. Pour d'autres, ces suicides étaient des actes de lâcheté qui privaient les victimes de la satisfaction de voir les auteurs rendre des comptes publiquement. Les historiens, en particulier à partir des années 1970 et 1980, ont commencé à examiner plus systématiquement comment la population allemande ordinaire avait réagi au régime nazi. Des travaux comme ceux de William Sheridan Allen sur le petit village allemand ou ceux d'Ian Kershaw sur l'opinion populaire en Bavière nazie révélaient des images complexes de soutien, d'adaptation et de résistance qui défiaient les récits simplistes d'une population totalement dupée ou totalement complaisante. Cette recherche montrait que beaucoup d'Allemands avaient soutenu activement certains aspects du régime nazi, notamment ses politiques économiques et nationalistes, tout en ayant des réserves sur d'autres aspects, en particulier les persécutions religieuses et la violence ouverte. La réunification allemande en 1990 a apporté de nouvelles complexités à ces discussions sur la mémoire. L'Allemagne de l'Est avait développé sa propre culture de mémoire sur le nazisme qui différait significativement de celle de l'Ouest. Intégrer ces récits divergents tout en traitant simultanément l'héritage du régime communiste allemand, présentait des défis redoutables. Les débats sur la manière de se souvenir correctement du passé, quels sites préserver, quels mémoriaux construire, comment éduquer les jeunes générations, sont devenus de plus en plus sophistiqués et occasionnellement contentieux. Au cours des dernières décennies, l'Allemagne a développé ce que beaucoup considèrent comme le modèle le plus responsable pour confronter le passé national problématique. Des mémoriaux, comme le mémorial de l'Holocauste à Berlin, inauguré en 2005, offrent des espaces pour réfléchir aux crimes du régime nazi. Des programmes éducatifs étendus assurent que les étudiants allemands apprennent en détail la période nazie. Les politiciens allemands reconnaissent régulièrement la responsabilité historique de l'Holocauste et d'autres crimes nazis. Cette culture de mémoire active contraste nettement avec le silence ou le déni des décennies de l'après-guerre précoce. Cependant, la persistance des mouvements néo-nazis et des groupes d'extrême droite en Allemagne et dans le monde montre que l'héritage de Hitler et de son régime n'a pas été complètement neutralisé. Ces groupes réinterprètent fréquemment le suicide de Hitler et l'effondrement final du Reich à travers des lentilles de trahison ou de circonstances impossibles. Plutôt que de reconnaître les échecs inhérents de l'idéologie nazie Internet, a facilité la diffusion de ces récits révisionnistes, permettant aux néo-nazis de construire des communautés qui se renforcent mutuellement des visions déformées de l'histoire. La signification la plus large des réactions des dirigeants nazis au suicide de Hitler réside dans ce qu'elles révèlent sur la nature du pouvoir totalitaire et le culte de la personnalité. L'effondrement instantané du régime nazi après la mort de Hitler démontrait que le système entier avait été construit autour d'un individu unique au lieu de sur des fondations institutionnelles durables. Cette personnalisation extrême du pouvoir signifiait que sans Hitler, la structure entière manquait de cohérence ou de but. Les dirigeants nazis restants, privés du centre gravitationnel autour duquel ils avaient orbité, se sont révélés incapables de maintenir le système ou d'articuler une vision alternative de l'avenir. Le silence particulier qui a suivi l'effondrement du Reich, cette période d'ajustement psychologique tandis que les Allemands et le monde essayaient de comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé, reste comme un rappel de combien il est difficile pour les sociétés de confronter des échecs moraux catastrophiques. La tentation de minimiser, rationaliser ou rejeter la responsabilité est intense. Surmonter ces tendances nécessite une volonté soutenue de faire face à des vérités inconfortables sur le passé,
travail que l'Allemagne a accompli de manière plus complète que beaucoup d'autres nations avec des histoires problématiques, mais qui reste continuellement un défi. Le suicide d'Hitler n'était pas simplement un événement historique isolé, mais un moment symbolique qui a encapsulé la faillite complète du projet nazi. Les réactions de ceux qui l'entouraient, depuis le fanatisme suicidaire de Goebbels jusqu'au pragmatisme calculateur de Dönitz, depuis des fuites désespérées jusqu'à des redditions lassées, démontraient que sans la figure centrale d'Hitler, le régime entier révélait son vide intérieur. Ils avaient construit un système basé sur le pouvoir de la volonté individuelle, la mythologie raciale et la violence organisée. Lorsque pouvoir et mythe se sont effondrés, il ne restait que la violence dirigée vers l'intérieur, contre des ennemis perçus, contre leurs propres partisans, finalement contre eux-mêmes. L'héritage de ces derniers jours continue de résonner non pas comme une nostalgie d'un régime perdu, mais comme un avertissement historique sur où mène l'autoritarisme extrême. Le Reich, qui a promis 1000 ans, a duré 12 ans et s'est terminé en ruine et en génocide. Les dirigeants qui ont proclamé la supériorité ont fini morts de leurs propres mains ou capturés, jugés et exécutés comme criminels. Le Führer qui a promis la gloire éternelle à l'Allemagne a plutôt livré une défaite totale et une honte historique durable. Comprendre les réactions des dirigeants nazis au suicide de Hitler nécessite ainsi plus qu'une reconstitution factuelle des événements. Cela exige de reconnaître la dynamique psychologique du culte de la personnalité, la tentation du déni face à l'effondrement idéologique et la capacité des êtres humains à rationaliser leur participation à des actes de malveillance massive. Ces dynamiques ne sont pas uniques à l'Allemagne nazie, mais représentent des potentiels humains qui réapparaissent dans différents contextes lorsque les conditions permettent à des personnalités autoritaires et à des mouvements extrémistes de saisir le pouvoir. Les ruines de Berlin, en mai 1945, silencieuses, sauf pour le crépitement occasionnel de feux qui brûlaient encore parmi les décombres, représentaient plus que la fin de la guerre. Elle représentait les conséquences finales de mener une idéologie totalitaire à sa conclusion logique. Le silence qui suivait le chaos n'était pas la paix, mais l'épuisement d'une nation, d'un système, d'idées qui avait consumé l'Europe. De ce silence émergerait éventuellement une compréhension douloureuse de ce qui s'était passé et une détermination, au moins chez certains, de s'assurer que de telles catastrophes ne se répètent pas. Les réactions des dirigeants nazis face au suicide de Hitler demeurent ainsi comme des études de cas aux extrêmes du comportement humain sous une pression extrême. Le fanatisme qui préfère l'autodestruction à l'admission d'une erreur, le pragmatisme qui essaiera de préserver sa position personnelle sans se soucier de l'effondrement moral du système, et enfin l'inévitabilité de la reddition des comptes lorsque des structures de pouvoir basées sur une injustice fondamentalement insoutenable finissent par s'effondrer. Le silence après le Reich était un prélude non pas à la restauration mais à la reconstruction sur des bases entièrement nouvelles, un processus douloureux qui reconnaissait qu'un avenir nécessitait un rejet total du passé qui avait culminé dans ces heures finales apocalyptiques dans le bunker sous Berlin. Les premières tentatives de documenter systématiquement les réactions des dirigeants nazis au suicide de Hitler ont rencontré des obstacles considérables. Les témoins survivants avaient des incitations claires à minimiser leur propre complicité ou à exagérer leur distance par rapport au noyau du régime. La documentation écrite avait été largement détruite lors des derniers jours. Les preuves physiques du bunker étaient initialement sous contrôle exclusif soviétique, limitant l'accès des historiens occidentaux. Cette fragmentation des sources a contribué à la persistance de théories du complot et de récits contradictoires qui continueraient de circuler pendant des décennies. La transformation des sites associés à Hitler et aux derniers jours du Reich en lieu de mémoire était un processus complexe et souvent controversé. Berlin-Est, sous contrôle soviétique, a développé une narrative qui soulignait la victoire soviétique sur le fascisme tout en minimisant les aspects qui pourraient compliquer les relations avec l'Allemagne de l'Est communiste Berlin-Ouest, bien qu'en théorie intéressée par la préservation historique, faisait également face à des pressions pour éviter de créer des lieux de pèlerinage néo-nazis. Le résultat était que de nombreux sites étaient délibérément obscurcis, détruits, ou reconfigurés de façon qui compliquait la compréhension historique précise.
Le traitement cinématographique et littéraire du suicide de Hitler et des réactions des dirigeants nazis a considérablement évolué au fil des décennies. Les premières représentations tendaient vers une simplification dramatique, présentant les événements finaux comme l'aboutissement prévisible de la trajectoire d'un méchant. Des traitements plus sophistiqués ultérieurs tentaient d'explorer les complexités psychologiques et les contextes historiques qui avaient eux produit ces moments extrêmes. Cependant, le défi persistait. Comment représenter ces événements de manière historiquement précise sans humaniser involontairement les auteurs d'atrocités massives ou créer des récits qui pourraient être repris par des mouvements néo-nazis? Ce dilemme continue d'informer les débats sur la représentation appropriée du nazisme dans la culture populaire contemporaine.